peut-être un honneur pour moi de présenter ce panel parce que lorsque j'ai eu les réunions préparatoires avec les dames que vous voyez ici, j'ai remarqué que ce sont des dames qui ont beaucoup d'expérience dans le secteur. Et moi qui étais venu avec un petit fichier là pour un peu leur parler de la trame du sujet, je pense que j'ai tellement appris juste sur cette réunion préparatoire que j'ai presque tout modifié, hein. Donc, j'espère que vous aurez aussi l'opportunité. Et nous avons 1 heure ensemble, 30 minutes de quelques questions pour elle. Et ensuite, on ouvrira la discussion avec l'auditoire pour qu'on puisse échanger, pour rendre ça plus vivant, pour que les gens ne dorment pas après le tchèp. C'est très important. Alors, le genre, la dimension genre, investissement et entreprise inclusive, selon les derniers rapports, on a un peu plus de 50,2% de femmes en Afrique subsaharienne. 45% à peu près travaillent dans les entreprises. Maintenant, l'autre paire de manches, c'est de se demander combien de ces femmes sont dans des directions d'entreprise, combien sont dans des conseils d'administration. Il y a quelques années, en 2010, nous étions à 8% qui sont dans des conseils d'administration. Nous sommes aujourd'hui à 12%. 12% sur une population qui représente la majorité de nos pays, c'est encore très petit. Dans les directions, on frôle les 25%, mais c'est encore très petit. Tidjane disait ce matin, lors de l'ouverture, qu'il n'arrivait pas à trouver d'entreprises créées par des femmes ou dirigées par des femmes dans lesquelles investir en Series A. Et la présidente lui a un peu rappelé que ça arrivera. Oui, ça arrivera, mais effectivement, c'est en incluant un peu plus les femmes dans ces entreprises qu'on y arrivera. Donc la première dimension de notre sujet, c'est un peu de poser le débat. L'inclusivité des femmes ou l'inclusivité du genre dans les entreprises. Où en sommes-nous? Comment est-ce que les dames voient ça dans leurs activités? Nous avons la chance d'avoir l'Afrique du Nord, l'Afrique anglophone, l'Afrique de l'Ouest francophone. Donc, nous avons beaucoup de couleurs aujourd'hui. Je vais peut-être commencer par Nadine. Nadine, comment est-ce que vous voyez la question d'inclusivité dans vos programmes à Impact Hub? Comment est-ce que ça a évolué au sein des entreprises que vous accompagnez? Et surtout, comment est-ce que vous intégrez ça dans vos programmes d'accompagnement? D'accord. Je vous laisse vous présenter et ensuite peut-être répondre à la question. Merci Désiré. Bonsoir à tous, je suis Nadine Zoro. Je suis directrice et cofondatrice d'Impact Hub Abidjan. J'ai l'impression que le micro ne m'aide pas beaucoup. Ok, très bien. Je suis directrice et cofondatrice d'Impact Hub Abidjan. Je suis aussi directrice du programme DigiFemme en Côte d'Ivoire, qui est un programme genre. Et je suis l'une des cofondatrices du Côte d'Ivoire Business Angel Network. Et dans ces différents rôles-là, je pense que c'est des rôles autour de l'accompagnement d'entrepreneurs, mais plus spécifiquement, j'accompagne beaucoup de programmes liés à l'entrepreneuriat féminin. Je suis la coordonnatrice aussi de la WIC Academy en Côte d'Ivoire. Et dans ces différents programmes, pour moi, lorsqu'il s'agit de tout ce qui est dimension genre, c'est de s'assurer que les différentes parties prenantes, femmes ou hommes, se retrouvent et se trouvent dans une position où le développement du programme, le design du programme est basé sur leur réalité. Donc, on ne va pas faire un programme et chercher à pousser les gens dans le programme. On va développer le programme sur la base des réalités de ces personnes-là. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Je prends l'exemple du programme DigiFemme que je gère depuis plus de 2 ans. Dans ce programme, nous avons l'Académie DigiFemme et c'est un programme qui est très flexible. Donc, ça veut dire pour ce programme, il n'y a pas d'heure de cours. Le campus est ouvert de 8h à 20h et c'est flexible. On demande juste un minimum d'heures de présence. Ce que ce programme permet de faire, c'est qu'on permet à des femmes qui ont dû quitter l'école pour des raisons soit de mariage, soit d'enfantement ou des raisons économiques, de pouvoir retourner à l'école sur leurs propres termes. Si vous êtes une femme mariée, vous devez cuisiner le matin, vous avez tout le temps de cuisiner, déposer votre enfant à l'école et venir à la formation sans stress. Vous pouvez faire tout ce que vous devez faire en journée et la nuit, trouver un peu de temps pour venir sur la base des exigences aussi de votre foyer et de votre mari. Donc après, ça permet de donner la flexibilité à la femme de pouvoir entièrement assumer ses choix. Et j'ai bien aimé ce matin la MC qui disait
autant qu'on est en tant que femme, qu'on parle d'assumer nos choix ou de pouvoir vivre pleinement, que ce soit dans notre position d'entrepreneur ou de femme d'affaires et le reste, ça veut dire que si ma réalité est une réalité de femme divorcée ou de femme mariée ou de femme veuve et tout le reste, le programme dans lequel je vais aller m'inscrire me permet de la vivre, de vivre cette réalité-là de manière épanouie. Il ne faudrait pas que le programme d'accompagnement ou l'investissement qui vient devienne source de stress pour l'entrepreneur, mais ça doit être un programme qui lui permet de s'épanouir. Donc, pour nous déjà, dans tous nos programmes, que ce soit Impact Hub Abidjan ou Digifam, on prend en compte la demande en termes de présence physique de l'entrepreneur. Et on sait que les femmes n'ont pas toujours la flexibilité, ni économique, ni en termes de temps, de se déplacer pour venir. Donc, si elle dépend de son mari, c'est un nouveau business qu'elle vient de créer, elle va demander le transport chaque lundi, chaque mardi, chaque mercredi. Ça devient compliqué pour elle de venir à la formation. Comment est-ce qu'on arrive à créer un programme hybride qui lui permet de pouvoir rester à la maison et suivre certaines des formations ou de faire son coaching à distance? D'autres éléments, c'est par exemple qu'on prend même la nature des activités. Donc, les femmes aiment socialiser. Donc, on va inclure dedans des activités extra-curriculaires pour leur permettre de socialiser. Beaucoup d'entre nous ont très peu d'opportunités de socialiser. Tout ça, ça permet à l'entrepreneur d'être équilibré. Et donc, le programme genre et tout ce qu'on fait en termes d'investissement, ça ne doit pas forcément tourner, selon nous, dans le développement de nos programmes, autour de l'argent. Un entrepreneur équilibré gère mieux son entreprise. Donc, tous ces éléments-là de l'équilibre de la vie de l'individu sont des éléments à prendre en compte dans le développement des projets et des programmes d'accompagnement. Merci. Allô? Merci beaucoup. Merci Nadine. Habiola, on est un peu bilingue ici aussi. So where's the current landscape of gender inclusion in Nigeria Acacia Ventures and in your work? How does it work, and how do you make sure you take that into account in your day-to-day, and how do you see it? Thank you, and thank you everyone for having me here. I've been super excited to be here. Oh, I have to speak into. Thank you. By the way, it has been an energizing first half of the day. To be in a room full of female entrepreneurs and investors is not only uplifting, it is energizing. So thank you for having me. And I think I've taken pictures of almost every outfit here to see if I can get someone to make it for me. So I thought Nigerians were fashionable, but no, Dakar women have knocked us out. So Dakar 1, Nigeria 0. But just a little bit about what I do and who I am. So I'm Biola Alabi. I work for Acacia Ventures. I'm a general partner there, and we invest in early stage tech companies. So really, I think in sort of looking at what Tijan said earlier, we are a pipeline. I mean, we think of ourselves as pipeline for companies like Tijan, like Partech to invest in. We invest across the continent. Acacia Ventures was started in Egypt. I focus on most of our investment in sub-Saharan Africa. To date, we've done 25 investments. My background originally has been working in global media companies and being an active angel investor. So I was an active angel investor in Nigeria. And during COVID, I started to just look at the investment landscape much more from a data perspective and just seeing how little money went to female entrepreneurs. I thought it was an atrocity. And so I said, what's all this? Why are more VCs not investing in early stage female entrepreneurs or just entrepreneurs in general? And one of the things that we kept on finding were just so many of the different excuses that people bring on. Number one was there are no female entrepreneurs or female tech entrepreneurs. And that's why earlier today I felt it was really important when Tijan said that they couldn't find any Series A or Series B companies, to really point out that not only are these companies there, they're amongst us, and being able to highlight Dami's work was exciting. I met Dami when Dami was literally pitching in infancy. I mean, the company today and the company she pitched when I first met her are, probably 1 million times different. And so
I think having seen that transition and that metamorphosis has just been a highlight of seeing a woman building a tech company. So couple of things. I think what we also have to do is be very honest with the way that we are empowering women. I think there's a lot of empowerment conversations happening, but we might not be empowering women in the ways they need to be empowered to go out and raise money. And once again, when we talk about inclusion and investment, if we decide that this is not important, it's fine. But if we really want women to go out there and raise 50 million, 100 million, we also have to think about what is the foundation. So what is the foundation and how we're encouraging women to embrace STEM activities? How are we supporting women to actually go into those professions? These are not traditionally professions that women go into or areas of study. So how are we encouraging that? How are we providing the right support for that? So that later on we can actually see women go into building these type of companies. Another thing is, how are you as a person in this room taking responsibility for someone else's success? So yes, it's one thing to say, I'm going to write a check and I'm going to invest in this woman. But how are you talking about female entrepreneurs when they're not in the room? Are you mentioning their name? When people say, oh, we want to do investments, are you saying, oh, I know these 3 amazing women. I'd always like to have 3 amazing women at any given time that I can recommend to people as potential investments. It's not 4, it's not 5. I just say 3 people at any given time. If you ask me for 3 female entrepreneurs, I always like to have them available. And I think if we start to become much more conscious about how we talk about women when they're not in the room, that's a game changer. What that means is also a reprogramming for women. Society has created this sort of sense of scarcity, and there can only be 2 women or 1 woman. I mean, if women will always say that, I was the only one in this room. It's not okay to be the only one in a room. If you're the only one in a room, your voice will be drowned out. The more of you in a room, the more you're heard. And the thing is, one of the things in Nigeria, so in Nigeria, we don't really have quotas. We don't really have, we've been pushing for regulations around listed companies to have a certain number of women on the board. And what we don't want to do is have solo female board members. I sit on a board, and part of the requirement was who are the other women on the board. Not only did I ask who else was on the board, who are the other women on the board. But I think that when you look at things like, I think that you need regulation. I think if you really want true inclusivity, you need regulation. And I think that we can see that in places like Rwanda, where there is regulation. Because why should people give you power? Why should people give up their own seats at the table? Look at Russia and Ukraine. There's no way Russia will just come one day and say, it's okay, come and be going. Of course not. So why should we, if we want a space at the table, we have to demand it. We have to speak up for it. And so, I think that in a place like Nigeria, where most women are entrepreneurs, almost everyone is an entrepreneur in Nigeria in one way, shape, or form. There is inclusivity, but it is a fight every day, and it is being required. It is not really going to be volunteer. And so as much as we have he for she, we need regulations and we need policies that support that. And funds that are investing in fund managers require fund managers to allocate a percentage of their funds to women. It is not okay for one of the biggest funds in Africa to sit on a stage and tell us they have not invested in female entrepreneurs. It's not okay. Thank you. Well, I think we can go. You summed it up. Alors, j'ai bien aimé quand vous dites que c'est un combat de tous les jours, l'inclusion des femmes dans les entreprises. Il faut passer des paroles aux actions. Qu'est-ce qu'on fait concrètement et ne plus simplement en parler. Je pense qu'on est un peu là pour ça aussi. Et surtout, les réglementations, les lois, l'activisme politique, c'est un peu le domaine de Leila, qui œuvre beaucoup pour ça en Afrique du Nord, avec le Women in Business. Leila, comment est-ce que vous voyez l'inclusion des femmes dans votre activité, dans votre région là-bas, et comment est-ce que vous avez vu l'évolution de cette inclusion? Merci Désiré. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Donc, je suis Leila Belkiria Jaber.
Je suis la présidente du syndicat du patronat féminin en Tunisie. Et je suis aujourd'hui, j'assiste à cette conférence. D'ailleurs, je remercie mes amis du WIC du Sénégal parce que la matinée a été vraiment intéressante. Beaucoup de femmes inspirantes qui nous encouragent davantage dans notre combat. Je suis ici en tant que présidente du réseau Women in Business Network qui regroupe WIC Sénégal, WIC Côte d'Ivoire. Il regroupe aussi une association de femmes entrepreneurs d'Égypte, du Liban, et l'Algérie, la Tunisie bien sûr et l'Allemagne. Il regroupe 4000 femmes entrepreneurs qui se sont associées. En fait, notre réseau a été créé. D'habitude, on crée le réseau pour travailler ensemble. Nous avons travaillé ensemble grâce au GPP, à Bassint, etc. depuis 2016, à la bonne gouvernance de nos associations respectives, le renforcement des compétences des femmes entrepreneurs, au partage d'expériences. Et il y a de cela 2 ans, nous avons créé le Network Women in Business qui regroupe 4000 femmes et qui est là pour justement cumuler nos synergies. Donc, comme a dit mon ami, le combat de l'inclusivité des femmes au sein des entreprises est un combat quotidien. Moi, j'en ai fait l'affaire de ma vie. Parce que, à la base, je suis dans le monde professionnel, fondatrice d'un groupe dans le domaine de l'IT. Il y a de cela 20 ans, donc déjà l'IT, c'était réservé aux hommes. Je suis également conseillère stratégique d'un groupe familial qui regroupe 25 entreprises dans plusieurs sociétés. Et bien que j'ai eu des diplômes d'enseignement supérieur, c'était les hommes qui commandaient. Et donc j'étais tout le temps frustrée, tout le temps, je ne comprenais pas le pourquoi des choses. C'est pour ça que j'ai voué ma vie depuis quelques années au combat des femmes entrepreneurs. Et justement, ce matin, l'ambassadrice de France a dit un mot qui m'est allé droit au cœur. Elle a dit « L'entrepreneuriat féminin, les femmes dans les postes de décision n'est pas une affaire sociale, c'est une affaire économique. » Et depuis qu'on a commencé en Tunisie à parler que c'est une affaire économique, que le potentiel des femmes, parce qu'en Tunisie, nous avons plus de 70% des femmes qui sont des lauréates, non pas de n'importe quelle université, mais des filières scientifiques que nous ne retrouvons pas dans le monde du travail, encore moins dans les postes de décision. Le pourcentage est à peu près le même. Et donc, depuis ce temps-là, on a commencé à se pencher sérieusement comment nous faire entendre par les pouvoirs politiques. Et ceci ne s'est fait que le jour où nous avons dit c'est une affaire économique, qu'on ne peut pas avancer économiquement si nous gaspillons ce potentiel féminin. Je reviens au WIB. Le WIB m'a été pour moi très enrichissant. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'Allemagne et il y avait les autres pays, comme l'Égypte, par exemple, comme le Liban, qui nous avaient devancés dans leur stratégie de femmes dans les postes de décision. Et donc, nous, en Tunisie, on a commencé à réfléchir et on a compris qu'il ne s'agissait pas de faire des actions qui sont éparpillées sans un axe stratégique. C'est ce que nous faisons aussi dans le Women in Business Network. Nous avons tout un volet Women on Board. C'est-à-dire que nous avons compris que c'est une stratégie, c'est une volonté politique, c'est une stratégie nationale. Je vous expliquerai comment cela s'est fait en Tunisie. C'est une réglementation, c'est des mécanismes de financement dédiés aux femmes, parce que les femmes ont leurs propres besoins, comme j'appartiens à un syndicat du patronat, où quand il s'agit de n'importe quel thème, la salle est mixte, les femmes sont timides, ne posent plus de questions, c'est compliqué pour eux de faire un business plan, c'est compliqué pour eux de poser des questions sur les réglementations financières. Et quand on fait une salle comme aujourd'hui, avec de si beaux visages et de femmes aussi inspirantes, de femmes, les langues se délient, les problèmes se mettent sur la table et on sort avec des recommandations. En m'inspirant du WIB, nous avons, et de Women on Board, de l'expérience française et allemande, nous avons commencé en Tunisie à comprendre qu'il s'agit non pas de diplôme au niveau de l'université, mais un renforcement de talents au niveau des entreprises. La valorisation des talents féminins au sein d'une entreprise, c'est très important. Et là, quand vous faites, parce que nous les femmes, généralement, moi j'ai une amie qui est la présidente mondiale des femmes chez l'entreprise, qui a été parmi les premières femmes à siéger dans les conseils d'administration en France. Elle m'a dit, Leïla, tu sais, nous les femmes, quand on nous donne un poste, on dit, mais on ne peut pas, mais on ne sait pas. L'homme, lui, il y va. Il s'en fout, qu'il sache ou qu'il ne sache pas, il y va directement. Donc déjà, valoriser les talents, donner plus de confiance, beaucoup de renforcement des compétences.
On a fait cela à travers des formations, à travers des programmes comme la GIZ, Econoid, qui a instauré la diversité genre, parce que c'est une stratégie au sein des entreprises, la stratégie diversité genre. Donc, qui a instauré cela auprès des entreprises, qui a encouragé le secteur financier à adopter des femmes de talent dans leur directoire. Et par la suite, après tout cela, nous avons mis en place en Tunisie l'observatoire des femmes dans les postes de décision dans le secteur privé. C'est-à-dire que sans la réglementation, c'est vrai que nous les femmes, nous devons nous associer, faire du réseautage. Sans la réglementation, sans le cadre juridique qui consiste à dire, comme en France par exemple, vous n'accédez pas à la bourse si vous n'avez pas un conseil d'administration avec tel quota de femmes entrepreneurs. Vous n'avez pas de marché si votre entreprise ne respecte pas la diversité. Vous n'allez pas dans les marchés publics si vous n'avez pas le quota qu'il faut. Tout ceci rentre dans le boosting des femmes à aller dans les postes de décision. Et quand les femmes sont dans les postes de décision, ça c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est mondialement connu, la productivité de l'entreprise augmente. Et ces femmes-là, un jour, peuvent être des femmes entrepreneurs. Et donc, c'est pas de la philosophie, c'est du réel et c'est une équation mathématique. Voilà, Désiré, moi je suis une personne très passionnée. On sent la passion, Lila. C'est vraiment une équation mathématique, difficile à résoudre, mais tout de même une équation mathématique. Valoriser les talents, inspirer plus de confiance aux femmes pour qu'elles accèdent à des postes de responsabilité. Mais du côté de l'investisseur, et là je passe à Sophia. Sophia, tu es dans le monde de l'investissement, ça fait plusieurs années maintenant. Qu'est-ce que tu vois comme obstacle à l'inclusivité des femmes dans les entreprises? Et est-ce que tu as eu à avoir des biais d'investisseurs vis-à-vis de ce thème-là? Ou peut-être même, est-ce que tu penses que ça a évolué avec le temps? Est-ce qu'il y a de plus en plus de bons points que marquent des entreprises plus inclusives? En gros, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises n'ont pas toutes une stratégie d'inclusion et de diversité? Merci Désiré et surtout merci de m'avoir invité à ce forum. Je n'ai pas, bien sûr, l'expérience que certaines des intervenantes ont, donc je vais témoigner de ma modeste expérience. Donc ça fait 10 ans à peu près que je suis dans l'investissement et dans le conseil en transactions. J'ai commencé dans une banque d'affaires, Lazare, qui couvrait le Moyen-Orient et l'Afrique. Et ensuite, j'ai rejoint un fonds d'investissement ici qui s'appelait Afic Funds et qui avait une dimension GLI, mais je reviendrai dessus. Et ensuite, j'ai rejoint un cabinet de conseil qui s'appelle Open Capital, qui, pour le coup, est vraiment aligné sur les critères 2X, qui sont le référentiel mondial sur justement l'inclusivité féminine. On est un cabinet de conseil qui a 56% de femmes sur ses 170 employés et 50% du partenariat est détenu par des femmes. Je pense que quand on travaille dans ce genre de sujet, c'est bien de faire partie aussi d'organismes qui représentent bien ces valeurs-là. Donc nous, ce qu'on fait généralement, c'est que soit on supporte les entreprises qui sont fondées par des femmes ou dirigées par des femmes, on accompagne les investisseurs dans leur stratégie de genre et d'inclusivité, et on accompagne des compagnies de tous bords à intégrer en fait le genre dans leur business model. Et ce que je peux dire, c'est que clairement, complètement d'accord avec ces dames, c'est que l'intentionnalité est extrêmement importante. On est passé de quelques années, et bien sûr, ça c'est mon constat, ça ne veut pas dire que c'est la réalité, mais mon constat est qu'on est passé en quelques années on fait des trainings aux investisseurs, on ne met pas de quota de pourcentage de leurs fonds déboursés dans des entreprises qui sont dirigées ou owned par des femmes ou avec des produits directement pour les femmes. Non, on va être un peu plus en retrait, mais il y a eu une réelle progression où aujourd'hui, on a des quotas qui sont imposés, on a des critères qui ont été décidés avec un référentiel mondial qui sont maintenant connus et donc du coup qui sont poussés vers l'investissement.
on a un certain nombre d'indicateurs qu'on demande de plus en plus à ces investisseurs pour rendre compte des fonds qu'ils ont levés auprès des investisseurs internationaux, type Banque mondiale, type Banque africaine de développement et autres, tous ces bailleurs de fonds. Et donc, je pense que la solution, elle vient effectivement de là. Elle n'est pas unique, elle est multidimensionnelle. Elle doit se baser sur les politiques, sur les lois, mais également se baser sur qui a l'argent. Qui a l'argent à débourser et qui peut décider et influer sur comment cet argent est distribué et comment cet argent est mieux distribué pour servir l'agenda de l'inclusivité des femmes. Voilà, c'est très très important. Et donc, comment on fait dans mon travail de day-to-day? C'est que nous, on va travailler à la fois pour former et sourcer des pipelines d'entreprises qui sont attrayantes. Okay? Quand on va le faire, on va avoir un certain nombre d'entreprises qui peuvent répondre aux critères 2X. C'est-à-dire que soit elles sont fondées ou dirigées par des femmes, soit elles ont un certain nombre de personnes dans leur organisation qui sont des femmes, soit elles ont des produits et services qui sont des femmes, soit elles ont une supply chain qui a cette dimension genre. Si par exemple on est dans un produit agricole où il y a plus de 50% des femmes qui sont travailleuses dans cette chaîne de valeur, ça peut être un critère 2X. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est que on va sourcer ces entreprises-là pour les rendre plus visibles, puisque nous travaillons avec des centaines d'investisseurs qui viennent nous voir pour nous dire « Bon, nous, on aimerait bien déployer, ok, et on aimerait bien déployer à travers les organismes de financement avec lesquels on est partenaire, mais on a un problème de pipeline. Donc, le déboursement ne se fait pas assez rapidement et on voudrait accélérer les choses. » Et moi, je suis exactement comme vous, c'est-à-dire que maintenant, plus personne ne peut dire « Je n'arrive pas à trouver d'entreprise qui répondent à ces critères-là. » Ce n'est pas possible, c'est que le travail de déploiement et le travail de pipeline n'est pas fait jusqu'au bout pour intégrer ces dimensions-là. Ce qu'on dit, c'est que le pipeline, il est existant, mais il y a clairement des barrières. Okay, et les barrières sont aussi bien celles que rencontrent les entrepreneurs hommes, mais il y a aussi des barrières qui sont liées elles-mêmes au genre, par exemple. Je travaillais avec un female fund manager au Kenya sur un business de clean cooking. Et donc, je travaille avec elle travaille avec beaucoup de... Ce female fund manager a investi dans une boîte qui travaille avec beaucoup de femmes agriculteurs et qui travaillent le manioc. Et je leur demande, mais comment on fait, par exemple, pour que ces femmes-là puissent elles-mêmes bénéficier de l'amélioration des revenus dans leur quotidien. Et ce que je comprends, c'est qu'il y a énormément de barrières, ne serait-ce que, par exemple, ces femmes-là n'ont pas de carte d'identité. Et donc, du coup, comme elles n'ont pas de carte d'identité, elles n'ont pas de compte M-Pesa ou de compte Orange Money ou de compte Wave. Et en fait, elles donnent quoi? Elles donnent le nom et l'identité ou le numéro de leur mari. Ce qui fait que non, ce n'est pas une action qui va bénéficier ces femmes-là, qui ne demandent qu'une chose, c'est de pouvoir boire leur petit thé tous les jours et de pouvoir se le payer de manière indépendante, sans dépendre encore une fois de leur mari. Et justement, ces critères-là, ce n'est pas juste tick the box. C'est aussi vérifier sur le terrain et de manière profonde si cela bénéficie réellement aux indicateurs que l'on veut pousser et développer, en fait. C'est très important de ne pas le voir comme juste une liste de choses, mais réellement, qu'est-ce qu'il en est dans le terrain. Et ça vaut aussi pour le climate, le greenwashing. Il faut vraiment voir, en fait, ce que sur le terrain et en termes d'impact réel, cela crée. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie. Je crois que j'ai toujours un problème. Celui-là, il marche. Il faut plus d'inclusivité pour les micros qui marchent dans ce panel. Alors, j'ai envie de
de continuer la question avec Nadine. Nadine, qu'est-ce que les entrepreneurs vous disent sur ce qui les empêche d'être plus inclusifs? Et de l'autre côté, puisque vous travaillez autant avec les entrepreneurs qu'avec les investisseurs, que veulent les investisseurs? Qu'est-ce qu'ils vous disent à l'oreille? Donc, je pense que oui, en tant qu'incubateur et structure d'accompagnement, on se place un peu au milieu. On écoute ce que les entrepreneurs disent et on écoute les autres. Pour moi, le premier élément déjà à comprendre sur nos différents écosystèmes, c'est la manière dont nos économies sont faites. Donc, on parle d'investissement, mais généralement, les entreprises que les gens recherchent, les types de secteurs d'activité que les investisseurs recherchent, les types de marges que les investisseurs recherchent et les entrepreneurs aussi, ne sont pas toujours alignés à ce que nous voyons sur le marché. Donc, dans la plupart de nos programmes avec les femmes, les PME, on va les voir dans des petites activités d'agro-transformation, elles sont dans la restauration et dans des secteurs où ça ne répond pas forcément entièrement aux besoins de l'investisseur. Avec Evelyne, je pense qu'on a fait un webinaire, un événement il n'y a pas longtemps pour les femmes. Et quand elle a dit le montant minimum d'investissement, toutes les femmes entrepreneurs qui étaient dans la salle ont juste baissé la tête pour dire mais on doit sortir. Nous, on a juste besoin que de 2 millions, on a besoin de 5 millions, on a besoin de 10 millions. On veut l'investissement, mais ce que l'investisseur veut, pour que cet investissement devienne rentable pour lui en tant qu'investisseur, il a besoin d'investir un montant plus grand. Mais elle ne peut pas absorber ce montant-là. Donc, pour moi, c'est vraiment cette inadéquation-là entre... Il y a des entrepreneurs qui sont là, qui ont la volonté de grandir, mais qui ne trouvent pas justement la structure ou la forme de financement appropriée pour leur tenir la main. Donc, on va se tourner un peu vers les banques et les microfinances. Elles vont trouver que le taux est trop élevé parce qu'elles ne font pas ce type de marge-là, donc elles ne peuvent pas se permettre ce type de montant. Elles n'ont pas forcément toute la documentation qu'il faut. Et quand on parlait de barrières en termes d'exclusion, tout à l'heure, il y avait l'exemple des paiements. Mais généralement, pour celles qui sont mariées, lorsque vous achetez un terrain, par exemple, c'est au nom de votre mari. Ce n'est pas en votre nom. Donc, c'est la façon dont notre structure sociale ne leur permet pas aussi d'avoir, elle, en tant qu'individuelle, tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir accès de manière indépendante aux ressources pour permettre à son entreprise de grandir. Donc, c'est comme si elle perd quelque part sa force de décision, puisqu'à chaque fois que je dois décider quelque chose pour mon entreprise, je dois me tourner vers mon mari. On va inclure encore toutes les difficultés qu'il y a dans la gestion du foyer de cette personne-là, dans la gestion de son entreprise. Et donc, ça crée d'autres cercles encore de décision qui rendent le processus un peu plus difficile. En dehors de la documentation et de tout ce qu'il y a, comme je disais, la nature de ces entreprises fait aussi qu'elles n'arrivent pas à avoir accès au financement parce que le fonds va venir, c'est un fonds d'impact, c'est un fonds qui veut investir dans des trucs tech. La plupart de nos entreprises sont des PME qui sont dans tout ce qui est livelihood. Elles font des choses pour manger, pour vendre, c'est du commerce. Et donc, du coup, la nature de ces business ne leur permet pas d'arriver. Et nous, par exemple, avec DigiFam, notre théorie de changement est très simple. En termes d'accès au financement et de croissance des entreprises, on se dit, prenons notre marché tel qu'il est. Ne regardons pas la manière dont les autres marchés sont en train d'évoluer. On a des PME. Comment est-ce qu'à l'aide du digital, on permet à ces PME-là de devenir des entreprises à fort potentiel de croissance et ensuite, on peut les vendre aux investisseurs. Donc, on ne peut pas prendre la vendeuse de pommade de cheveux directement et l'envoyer chez un investisseur. Comment est-ce qu'on fait pour que derrière, elle crée une application qui permet de booker des rendez-vous chez des coiffeurs, qui permet aux personnes d'acheter les produits en ligne, qui permet aux personnes de faire un suivi de leurs cheveux et tout ça, en plus de vendre ces pommades. Et là, maintenant, ça devient intéressant parce que tout à l'heure, Tidjane disait ce matin, quelle est la taille, le potentiel de croissance de cette entreprise, quelle est la taille du marché? Tes petites pommades de quartier ne vont pas permettre d'atteindre les millions de dollars que Tidjane veut atteindre. Donc, lui, ça ne l'intéresse pas. Donc, pour nous, c'est comment est-ce qu'on arrive à permettre à ces femmes de se rapprocher aussi de ce que l'entrepreneur recherche et de servir comme le point de contact aussi pour que l'investisseur comprenne. Parce que la réalité, c'est qu'on abandonne une grande partie. On est en train de créer un système élitiste. Dans la réalité de tout ce qu'on fait en termes d'accompagnement des entreprises, aujourd'hui, c'est un système élitiste qu'on est en train de créer. Les grandes entreprises, il y aura une base très petite de femmes qui sont dans l'élite des femmes entrepreneurs, qui auront accès à tous les financements, qui auront accès à tout ce qui est investissement, tout ce qui est programme d'accompagnement, et la grande masse se retrouve en bas. Donc, tant qu'on n'arrive pas à faire monter ce petit groupe de femmes qui sont dans le commerce, qui sont dans des petites choses, à un niveau où elle devient le futur pipeline d'entrepreneurs dans lequel on peut investir, on se retrouvera tout le temps dans ce cercle de la question de où sont les entrepreneurs femmes dans lesquels on va investir. Et donc,
en dehors d'aujourd'hui, on doit penser à demain. Quel est le pipeline d'entrepreneurs pour demain? Et sinon, on revient toujours au même secteur. Chaque année, on n'a pas suffisamment d'entrepreneurs pour investir. Et même quand il y a des fonds, parce qu'il y en a des fonds qui sont adaptés pour les femmes et pour le reste, mais on ne trouve pas suffisamment d'entrepreneurs pour faire le lien de notre côté. Et donc, c'est un travail à 2 volets. Mais c'est aussi le travail de l'entrepreneur. Et quand on se positionne au milieu comme middleman, notre point, c'est de dire, il faut faire le travail pour que vous soyez prêts. Parce que je ne peux pas te présenter un investisseur si tu n'as pas les compétences ni les compréhensions du système qu'il faut. Et donc, c'est un travail des différentes parties, que ce soit l'entrepreneur, l'investisseur, et même aussi la structure d'accompagnement qui est au milieu, qui va servir de point de contact et de mise à niveau pour tout ça. Voilà. Merci Nadine. Donc, en gros, il y a vraiment un problème d'alignement entre les investisseurs aujourd'hui et les entrepreneurs. Certains secteurs sont plus enclins à l'inclusivité que d'autres secteurs. And also the investment criteria and investment thesis are quite fit or quite elitist for some sectors. Biola, I wanted to ask you if you can share maybe some successful strategies that any company in any sector can use in their day-to-day to improve inclusivity, and that can also be helpful for them in terms of fundraising, as Nadine was saying quite a few minutes ago. Thank you. So I think actually Tijan started to touch on something earlier, which is access to networks. So the way women network and the way men network is different. And so it's really important for companies to create opportunities for women to network within the organization across the organization. So what happens is a lot of times after work, women have to rush home. So you don't have access to the same networks. And I think that companies that consciously create these opportunities for networking, either by providing care opportunities for women. So I worked at an organization once that actually would have after-work care. So people could actually, kids could stay after work, or they could come to the office. There was a playroom, and then there was opportunities to network and also to work late. Because at the end of the day, we have to be honest about the fact that there is life, and you have to sort of live your life and work your life. Because your life is also, I mean, it is work. It is unpaid labor that women take on. And so organizations that recognize that provide an opportunity, have a better way of creating access to different networks. Because, so in your organization, it's not just about networking with the people you work with. It's about networking across the organization, networking up and down. And how are you creating those opportunities for women inside and outside of the office that does not alienate their family? Because once again, you don't want a woman to feel like because of work, she's now lost her family. Hiring practices. It's really important. I mean, one of the things that we had to sit down and really start to think about, because we started to see a pattern in the way we were investing. So number one is we were asking for recommendations from some of the same people. It's the same thing when people are looking for jobs. They go to the same people. They say, oh, look, I'm looking for a job. Here's my CV. When you're looking for people, you say, oh, let me reach out into my network. So a big thing is, how do you change your hiring practices and create more blind practices? And so, for example, one of the things we try to create in our investment process is once someone comes into our investment process, we send out a form for them to fill out. And that form really determines where we go next. And what we're trying to do is remove as many biases as possible. And so we try not to have too many meetings before we actually don't see the deck. We actually go through the form first, and then because the way decks present and the way people answer questions is very different. Once again, these are just a few ways, and you can continually find more ways to refine your process. So for me, it's really about, how do you create access to networking? How do you create access to mentors and sponsors? Another thing women have been complaining about is over-empowerment. So how do we change the narrative around empowerment? And then the other thing is, how do you create almost blind entry processes? So either in your recruitment, in your investment process, I think all of these things are ways that you can
you can start to remove biases, because it would be foolish for us to say people don't have biases, or you don't default to your network, so you don't default to your comfort zone. And also even us being conscious of what we do ourselves and how we do it. And also this pattern matching, which is that if you didn't go to this school, or you didn't do this, you didn't do that, we're not gonna even look at investing in you. So how do you also call yourself on that, and how do you actually promote diversity within your processes? One of the things that I was talking to a founder once, and she was about 4 or 5 months pregnant, and she was saying that in a couple of months she won't be able to go out and fundraise anymore. And I said, why wouldn't you be able to go out and fundraise? She was like, well, nobody wants to give a pregnant woman money. And I thought about it myself. I was like, oh, would I or would I not? and then I thought, oh my God, even just thinking about it already tells me that this is something I also have to be aware of. So those are some of the strategies that we've used in our fund, and I've used also in past work environments. But one of the things I wanted to say is also that there has to be a way that we could think about the needs of women and how the investment community responds to that. I was having a conversation earlier with Tiab, and she was saying that the way WIC was originally thinking about creatively creating funds that actually cater to the needs of women. So some of it is, we're all looking at how we change the typical structure, but then once we go out to fund, and I mean, she said my favorite thing is, we were like a UFO to investors. And I was like, oh my God, this is so good. And that's how a lot of women feel at the beginning of either raising a fund, is that we want to do blended finance, we want to do creative finance, because we understand the needs of women. We understand that not every woman needs to raise $1 million today. So some people just need 25 today, and then can we put them on like a 25, can we do 25,000 today, and then in another 3 months do 25,000? Can we do tranche? Can we do some of it as blended, some of it as equity, some of it as debt? But it's very difficult for investors to invest into those vehicles. And so I think that there's this whole thing that if there are more female investors, there will be more female entrepreneurs that are invested into. But what we also now need to add onto that layer is that if there are more female investors that understand female needs, and we design funds to meet those needs, how do we get investors to understand and invest in those funds? So there are many things about inclusivity that we have to think about, so that it's holistic as we create these approaches. Thank you. Yeah. Thank you. Il faut plus d'opportunités, de réseautage pour les femmes. Il faut les exposer à plus d'activités, de levée de fonds. Il faut aussi que les investisseurs comprennent les besoins des femmes entrepreneurs pour pouvoir les inclure dans leur politique d'investissement. Ce sont de très bons conseils pour venir à bout des obstacles rencontrés dans l'inclusion des femmes dans les entreprises. J'ai envie de demander, avant de donner la parole à la salle pour des questions, Leila, est-ce que vous avez d'autres pistes que vous voulez rajouter en termes de solutions face aux obstacles rencontrés par les entreprises dans l'inclusion? Merci. D'après l'expérience de la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise et aussi de WIP, la première la première condition, c'est que l'information arrive à destination. C'est-à-dire, nous avons une panoplie d'organismes de financement et une panoplie d'entrepreneurs femmes. Comment faire le lien entre les deux? Premièrement, la cartographie s'impose. La cartographie des systèmes de financement. Quels sont les critères exigés par chaque organisme ou chaque institution, business angel ou autre? La cartographie peut être digitale, c'est-à-dire les femmes peuvent aller consulter et essayer de se projeter quel est le type de financement qui pourrait correspondre à mon entreprise. Le deuxième point important, c'est que comment les femmes entrepreneurs qui veulent lever de fonds parlent le même langage que les investisseurs. Comment peut-on vendre son idée et comment peut-on convaincre? Tout cela, il y a des techniques. Donc il y a le pitch que nous allons voir tout à l'heure, il y a une préparation d'un business plan, il y a des compétences, il y a des prévisions, il y a une vision, il y a une planification à court terme et à long terme. C'est-à-dire on ne peut pas aller
Moi, je crois que, du moins, d'après mon expérience, parce que je voyage beaucoup à travers l'Afrique, je voyage à travers l'Afrique de l'Ouest. Pour le WIP, je voyage beaucoup l'Afrique de l'Est et du Sud, grâce au COMESA, Fédération des femmes entrepreneurs du COMESA, et les fonds existent, les financements existent. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de fonds, aussi bien pour les petites entreprises, je parle du genre. Hein, on ne peut pas dire maintenant tout le monde s'y met. Avec l'impact du changement climatique, avec la digitalisation, etc., les fonds existent. Tout le problème est comment s'adresser à ces gens qui veulent gagner de l'argent, les convaincre de nos idées et aller lever les fonds. C'est un langage qu'on apprend et que nous, en tant qu'organisation, WIC par exemple, pourquoi je suis là moi? Parce que quand j'ai découvert WIC Sénégal et WIC Côte d'Ivoire, j'ai dit c'est cette compétence qui nous manque en Tunisie. Nous, syndicats du patronat tunisien, au niveau du WIC, pourquoi ces variétés d'associations? C'est une compétence, c'est une expertise à enseigner aux femmes entrepreneurs. Le troisième point, et je conclue sur cela, il ne suffit pas de lever des fonds, il faut un accompagnement. Et nous avons constaté que pas mal de femmes, au lieu de gagner et de produire plus, elles sont victimes de leur succès. Nous le remarquons dans tout ce qui est produits d'artisanat avec innovation et créativité, l'agriculture, etc. Elles ne savent pas accompagner leur développement et leur croissance. Elles réussissent sur le marché local, qu'elles se positionnent sur le marché extérieur, sur les nouveaux marchés, elles ne savent pas. Donc l'accompagnement, là, les deux jouent le même rôle. C'est-à-dire que la femme entrepreneur et aussi les fonds destinés à, comme vous avez dit, avec des indicateurs. Les fonds doivent accompagner ces femmes et les pousser à justement, parce qu'il y va de l'intérêt des deux. Et d'ailleurs, nous faisons beaucoup de sensibilisation, de plaidoyer en Tunisie à propos de cela. Nous avons des partenaires, des banques, des business angels. On leur a fait comprendre que c'est une opération win-win. Quand vous investissez de l'argent, qu'elle réussit à se développer, elle va produire plus, elle va avoir un chiffre d'affaires plus important, plus de bénéfices, et vous allez gagner. Et tout le monde sera content. C'est-à-dire, le troisième point très important, ce que nous ne faisons pas malheureusement, c'est l'accompagnement de ces femmes une fois qu'elles ont eu le financement adéquat. Bien, j'ai vu des gens qui sont prêts à poser des questions. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient intervenir, qui ont des propositions intéressantes à nous faire ou qui voudraient en savoir plus? Ah. Merci beaucoup. Je le fais en anglais ou en français? En français. Alors, merci beaucoup pour cette très belle présentation. Moi, je vais dire que je suis très honorée de faire partie du WIC, mais aussi d'être là présente avec tout ce monde. Je suis plus qu'inspirée par ces histoires, parce que je pense que nous, ce qui nous manque, ce qui manque peut-être à la plus jeune génération, ce sont les histoires. De voir des femmes qui sont là. Le WIC est né parce qu'il y a des femmes qui se sont dit, on a un devoir. Il nous faut réunir nos forces, il nous faut mettre ensemble un système qui va répondre à ces défis-là. Et les défis, c'est le gap entre, oui, il y a de l'argent, et est-ce que vous êtes qualifié pour pouvoir gérer cet argent? Moi, le point sur lequel je voulais revenir, et peut-être qu'on n'a pas encore soulevé, c'est en fait en zone rurale, en zone urbaine, si on fait la comparaison. On voit souvent qu'en zone rurale, il y a déjà les activités, il y a les femmes qui travaillent avec leurs tontines, qui font des choses extraordinaires, mais qui te disent que pour la formalisation, elles sont fatiguées pour juste avoir des papiers. Parce que l'administration sénégalaise est très, très lente. On leur demande d'aller à Kaolack d'abord, de déposer, de revenir dans une semaine, alors qu'elles doivent gérer leur champ, elles doivent gérer leur famille, elles doivent gérer leur... Et après, elles laissent tomber. Alors qu'elles avaient des idées originales, des idées excellentes,
qui auraient pu être accompagnés par les investisseurs. L'autre chose sur laquelle je voulais revenir, c'est le pipeline, c'est-à-dire on a Women Creating Wealth, on a WIC. Il nous faut beaucoup plus. Moi, c'est ce que je dis. Je lance cet appel à tout le monde, parce que si on travaille individuellement, on travaille seul, on est fatigué. Mais si on travaille ensemble, on trouve des solutions durables pour les femmes. Donc, merci beaucoup pour cela. Oui, allez-y. Merci Désiré. Je m'appelle Anne-Marie, je suis aussi membre du WIC et fière d'être membre du WIC comme ma consoeur Korka. J'ai une question sur la dimension genre qui est le titre du panel. Les petites études qu'on a faites, que j'ai faites, montrent que les femmes, et vous l'avez aussi dit, ne sont pas forcément dans les STEM, dans les tech. Mais la mode actuellement, on a vu par tech avant, c'est que les gens investissent dans les tech. Après, on dit genre. On sait que les femmes sont dans l'agro-industrie, dans la transformation de matières premières, dans les métiers de base, dans les métiers vraiment ruraux. On parle de genre, on dit qu'on veut aider les femmes, mais on n'investit que dans les high-tech. Comment est-ce qu'on veut matcher le petit, la petite entrepreneure avec des fonds qui ne sont pas destinés à elle, mais juste parce qu'on dit « je suis genre ». Moi, c'est là que je suis perdue dans les différentes explications que vous avez données. Et j'aimerais savoir concrètement où est-ce qu'il y a des fonds pour ces femmes-là, ces 90% de femmes illettrées en Afrique qui nous donnent à manger tous les jours en se levant à 5 heures du matin et qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'université comme nous. C'est là qu'on aura fait quelque chose. J'attends. Sophia, où sont les fonds? En fait, je pense que je vais commencer et ensuite je vais laisser les autres intervenantes aussi compléter. Je voudrais juste rappeler quelque chose, c'est que les fonds de venture tech sont très friands de tech. Pourquoi? Il y a une raison très simple, c'est que la tech, tant qu'on a un logiciel qui est bon, qui peut être facilement répliqué et qui peut passer à l'échelle facilement, il peut y avoir un effet de massification qui est plus simple que quand, par exemple, tu as un business où tu dois acheter le plus de camions pour faire plus de business. Donc, il y a un effet d'économie, d'échelle, qui est plus intéressant avec la tech qu'avec des secteurs qui sont plus intensifs capitalistiquement. Voilà, c'est juste pour rappeler cette nuance. Maintenant, tout le monde n'est pas obligé d'être l'entreprise qui est candidate parfaite pour Partech. Partech, ils ont... Je sais pas, est-ce que vous avez demandé à Tidiane s'il avait, s'il avait des facilités à déployer ce matin? Parce que je pense pas que ça doit être très facile, parce qu'un fonds de plus de 300 millions, avec des croissances qui doivent faire plus de 5 fois en quelques années, c'est pas facile à trouver, surtout pas dans le paysage actuel. Donc je dirais que Partech n'est peut-être pas en fait justement l'investisseur pour toutes les entreprises et les entrepreneurs auxquels on parle. On peut très très bien avoir des entreprises qui sont plus rurales, etc., et qui vont avoir besoin de solutions, par exemple de microfinance, qui sont adaptées à leurs activités. Et c'est là l'opportunité et la difficulté. L'opportunité, c'est qu'il y a des relais dans le système financier actuel qui peuvent permettre d'avoir un financement qui est adapté pour financer les opérations de femmes rurales et qui sont pas dans les zones qu'on connaît, où les flux de finances sont les plus importants. Mais comment faire en sorte que, par exemple, quand on parle de microfinance, que la microfinance ait ouvert un bureau dans la localité, qu'elle connaisse le travail même. Imaginons, on est par exemple, je ne sais pas moi, à Durbel ou je ne sais pas, une localité où il y a par exemple que de la transformation de dérivés de pêche. Il faut que la personne même de la microfinance qui ait ouvert un tout petit bureau sache exactement
quel est le type de business qui se fait et quel est le type de produit qui est le plus adapté. Est-ce que ces femmes-là vont pouvoir rembourser au bout de 6 mois ou bien est-ce qu'il leur faut 6 ou 4 mois et puis ensuite elles commencent à rembourser? C'est tout ce genre de choses en fait qu'il faut voir. Et c'est là que je veux dire que toutes les entrepreneurs qu'on connaît ne sont pas forcément faites que pour des partech. Elles peuvent être faites pour des microfinances, ensuite pour de la mésofinance, ensuite pour des banques un peu plus commerciales, même s'il y a des problèmes de collatéral. Ensuite, si elles atteignent les 50 000, les 100 000 dollars de tickets, elles ont peut-être besoin d'avoir plus avec des fonds d'investissement. Donc en fait, ça dépend des stages de vie en fait d'une entreprise. Et nous, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on va utiliser les programmes de développement ou bien on va les designer de telle sorte à ce qu'on aille parler aux microfinances, aux mésofinances, etc. et on leur dise, OK, nous, on est par exemple, disons, une chaîne de valeur agricole. On aime cette chaîne de valeur agricole. On veut qu'il y ait plus de déploiement dans cette chaîne de valeur agricole. Aujourd'hui, votre portfolio, il n'y a que très, très peu d'entreprises qui font ça. On veut que vous allouiez des fonds à des nouvelles entreprises qui font ça, qui sont détenues par des femmes, dirigées par des femmes, avec des femmes dedans et qui ont des travailleuses femmes. Et on veut que vous le fassiez comme ça. Bien sûr, on va vous aider, on va mettre les incentives en place et on va surtout vous aider aussi à trouver le pipeline. On va faire en sorte d'avoir les réponses qui peuvent accélérer ce genre de choses. Je m'arrête là, désolée. J'allais ajouter un point à cette question, plus spécifiquement, de la façon dont nos tissus économiques sont faits. Et quand on parle de genre, quand on parle des femmes, et c'est l'un des points que je touchais, parce que les femmes dont on parle ici aujourd'hui, c'est l'élite. C'est le plus haut, c'est le haut de la pyramide. C'est pas une femme basique sénégalaise, c'est pas une femme basique ivoirienne. La femme basique ivoirienne, elle produit du beurre de karité, elle essaie de chercher comment vendre son beurre de karité en dehors d'Abakala, d'Odiéné, de quelque part. Donc, pour nous, à Digifam, c'est vraiment ce qu'on a compris. On s'est dit, il y a de la valeur qui est produite quelque part. Il faut détecter les zones où la valeur est produite et chercher à pouvoir booster cette valeur-là à travers le digital. Donc, lorsqu'on parle, par exemple, de tech et de tout ce qui est grande compagnie et de tout ce qui est start-up, nous, on le regarde beaucoup plus d'une façon différente. C'est la question de la technologie. Pourquoi ? Parce qu'on va déposer la technologie quelque part pour pouvoir booster ce qui existe déjà. Mais s'il n'y a rien et qu'on veut créer des startups, c'est autre chose. On a des secteurs d'activité qui sont des secteurs productifs. Donc, comment est-ce qu'on arrive à apprendre à cette femme déjà à pouvoir faire des transactions sur le digital ? Déjà, ça lui permet d'augmenter son chiffre d'affaires. Elle arrive à se positionner sur Facebook, elle peut prendre des photos de ses produits, elle peut vendre ses tissus, elle peut vendre le peu qu'elle a. Et au fur et à mesure, lorsqu'on lui permet de rentrer correctement et de manière plus active dans l'économie, elle augmente son potentiel de pouvoir avoir accès à des financements. Maintenant qu'elle reste exclue de l'économie qui devient de plus en plus digitale, et la réalité c'est qu'on va les perdre à un moment parce que pour la grande partie qui ne sera pas rentrée dans cette économie digitale, elle sera perdue en termes de production. Et donc, c'est de s'assurer que ces femmes déjà rentrent dans l'économie, en commençant par le B.A.B.A. de c'est quoi la technologie, comment est-ce qu'elle fonctionne, comment vous pouvez l'utiliser aujourd'hui pour vos activités existantes. Donc, ce métier de hand-holding, parce que c'est beaucoup de travail de les prendre dès le petit, comment est-ce qu'on prend une photo, comment est-ce qu'on poste en ligne, comment est-ce qu'on vend. Donc, il y a cette partie-là qui est une problématique. Ensuite, il y a la question de quelles sont les solutions qui vont être développées, qui vont permettre à cette femme-là de faire cette transformation digitale. Donc, il y a l'utilisation du digital, mais il y a la partie de passer d'un business traditionnel à un business qui est powered et qui est poussé par le digital. Donc, comment est-ce qu'on lui permet de passer, comme je disais tout à l'heure, à la production de cheveux, à une application qui non seulement est une marketplace pour des produits de cheveux, mais permet aux gens de faire d'autres choses, qui sont des services, et comme je disais tout à l'heure, qui vont permettre de démultiplier l'impact, puisque ça nous permet de pouvoir aller dans plusieurs zones et redéployer cette même solution et toucher un marché plus grand. Donc, on essaie de le faire aussi avec le programme. Et il faut aussi pouvoir créer des femmes qui créent des solutions. Donc, si les solutions sont développées par des hommes, ils vont trouver des solutions qui sont des solutions qui répondent aux problèmes des hommes. Okay? La manière dont la femme va penser, elle va penser à la gestion de son temps, comment est-ce que je gère mes multiples rôles. Donc, elle va créer des applications qui lui permettent de faire ça. Comment est-ce que j'arrive à gérer mes cheveux, comment est-ce que j'arrive à gérer mes multiples rendez-vous et plusieurs choses. Et donc, si on arrive à créer une communauté de femmes qui savent comment la technologie fonctionne, ces femmes vont créer des entreprises, des solutions digitales qui répondent aux besoins des femmes. Et des entreprises qui ont un potentiel plus grand en termes de croissance et donc beaucoup plus de chances de devenir des entreprises investissables
pour ceux qui cherchent ce type d'entreprise. Et c'est de leur apprendre la technologie. Nous, on le fait avec Digifam, par exemple. On a Digifam Academy, qui apprend à coder de zéro. Donc, la femme doit savoir lire et écrire, et on va lui apprendre à coder dès la base. On va lui apprendre l'entrepreneuriat, parce que la création de richesse, c'est un apprentissage. On peut créer des activités génératrices de revenus pour manger. Ça, c'est facile. Les Africains, on sait le faire parce qu'on sait vivre au jour le jour. Mais créer de la richesse, c'est tout un art. Et apprendre aux entrepreneurs à créer de la richesse, ça se fait à travers toute une méthodologie de changement de mentalité, de tout ce qui est mentalité entrepreneuriale, qui doit être inclus aussi, non seulement dans l'éducation, mais même pour les personnes adultes. On parlait de board tout à l'heure et des femmes qui sont à des positions plus élevées. Et ce n'est pas le fait que la femme a une position élevée qui fait qu'elle va prendre des bonnes décisions. Si sa mentalité ne pense pas ne pense pas aux autres femmes et qu'elle pense à fonctionner dans le système, elle ne va pas changer le système. Et donc, comment est-ce qu'on arrive aussi à apprendre à des femmes qui ont des postes de responsabilité cette mentalité entrepreneuriale pour qu'elles puissent trouver des solutions pour les autres femmes qui sont en bas. Donc, il y a plusieurs étapes pour moi qu'on doit toucher qui vont permettre de justement prendre en compte les réalités de la femme africaine à la base. Voilà. Je vois que c'est beaucoup plus profond que simplement la notion d'investissement. C'est vraiment un changement de culture, hein. C'est toute la société qu'il faut revoir en profondeur. Madia Biola, I think you've got 3 minutes to add. I just wanted to say two things. Number one, I think, yes, it's very important for us to ask how is the woman in the rural area benefiting from all these technologies and innovations. But at the same time, to also keep what Tijan does in our view. I'll give you an example. We invested in an agribusiness in Nigeria. That agribusiness is digitizing the whole value chain from seed to harvest to storage. On top of that is also financial inclusion. So all of you have talked about the fact that people don't have accounts. So there's financial inclusion in that. We invested in that company because we believe digitizing the value chain provides a higher livelihood and more income to everyone, from the farmer to the harvester to the manufacturer. And these are small to medium-sized manufacturers. At the same time, they're providing credit to everyone along the value chain. We invested in them as a venture fund because we hope one day someone like Tijan will invest in them. So there is room for people that are serving, even the people in the rural area, the people servicing them, for other people to invest in them, and for those to become bigger and bigger company. I think Monsanto didn't start as Monsanto that they are today. So we also have to think about how do we continue to improve the value chain. One of the biggest challenges we have in Africa is logistics and wastage, agricultural wastage. All these things can be enhanced by technology. This means we're creating great companies that can eventually become bigger companies, and everyone from the rural farmer to the manufacturer gains. Secondly, I think that there's something that we're skipping over, which I have always been a huge fan of Tunisia and its high number of women in STEM. And I think that there's quite a lot to learn, and I really wished we had talked a little bit about that, because at the end of the day, we do have to think, we are living in a digitized technological world. And yes, you might think that people in the rural farm today in rural are not going to be, but they already are. There is nobody getting on a bus to come and see you in Dakar. They're going to call you, they're going to video call you, they're going to take a picture of what's happening in the farm and send it to you. So people are already technical. So how do we actually get to a place where we have a 78% women in STEM? That is a big part of what we need to invest in and really learn more from other parts of Africa. I know in West Africa we don't have, in Nigeria we don't have that. I think Tunisia actually has probably the highest number of women in STEM on the continent. And I think this is a huge opportunity for us to learn. So hopefully next year when we come back, Leila could teach us what they're doing in Tunisia. Thank you. Thank you.